Nous redémarrons cet après-midi avec une très belle thématique qui est finalement celle de la justice, puisqu'il va s'agir de discuter de la preuve algorithmique et à travers elle, la question du service public de la justice, de sa mise en œuvre et des équilibres institutionnels que bouleverse précisément l'introduction de preuves algorithmiques. De discuter encore des garanties fondamentales qui entourent le service public de la justice, l'indépendance, l'intégrité des juges, des décisions, au regard de ce que les trois participants à cette table ronde ont mis en évidence comme la délégation algorithmique qui s'opère. Alors, je vais très brièvement présenter nos trois intervenants en partant des thématiques finalement qui les réunissent. Donc, à ma gauche, Renan Ponce, qui posera le cadre général de l'utilisation finalement de la preuve algorithmique dans le système judiciaire. Donc, votre contribution s'intitule Preuve juridique et système d'IA, qui a été coécrit avec un scientifique, il faut le souligner, Laurent Rissier. Et Renan Ponce est candidat au doctorat à l'Université de Toulouse-Capitole et à l'Université d'Ottawa, chercheur associé à la chaire Law d'Amity. Dans un second temps, nous entendrons Vincent Gautré, qui cette fois-ci va nous permettre de confronter le recours à la preuve algorithmique avec le droit positif. Donc sa contribution à l'ouvrage s'intitule « La preuve et intelligence artificielle, technique de preuve face à la preuve technique », où il s'agira d'analyser notamment la dynamique probatoire, ce que ça engage du point de vue de la dynamique probatoire, et l'introduction de ce que vous désignez comme finalement la preuve de la preuve et toutes les implications que ça emporte sur les équilibres judiciaires. Donc Vincent Gautré est professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal, directeur du centre de recherche de droit public. Oui, mais ça a changé. Ah, ça a changé. Bon, alors, autant pour moi. Mais titulaire de la chaire Wilson toujours. Donc, titulaire de la chaire Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique à l'Université de Montréal. En troisième lieu, nous entendrons Karen Eltis en ligne, qui, cette fois-ci, va analyser cette dynamique probatoire, mais sur le plan institutionnel. Son intervention s'intitule « L'indépendance judiciaire et les entreprises dépositaires d'outils numériques », un appel à examiner la dépendance à l'égard des plateformes privées comme des infrastructures essentielles. Et il s'agira notamment de mettre en évidence les dangers pour l'institution judiciaire, de l'introduction de la preuve algorithmique au travers de l'implication qu'elle engage de la part des sociétés commerciales étrangères. Karen Eltis est professeure titulaire à la faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa. Donc, je laisse la parole pour quelques minutes. Nous avons choisi d'organiser notre table ronde avec des présentations très courtes pour encourager les débats. Donc, je laisse la parole à Renan Ponce. Merci Caroline pour cette présentation. Donc, en effet, on va faire très court. L'idée de la contribution dans cet ouvrage partait d'une question très très simple que je me suis posée avec mon co-auteur. Quelle valeur, quelle confiance, quelle crédibilité on peut accorder à un résultat produit par un système d'IA? Donc, malgré la place qu'on lui accorde, qu'on va lui accorder de plus en plus dans les processus de prise de décision, donc, malgré l'importance qu'on leur donne factuellement dans les processus de prise de décision, qu'est-ce que le droit pourrait en dire sur la valeur, la crédibilité de cette preuve? Et donc, pour ça, on a pris le prisme de la preuve judiciaire, avec les règles de droit de la preuve. Donc, notre objectif n'est évidemment pas de répondre clairement à la question, ça dépend beaucoup de la finalité et des circonstances. L'idée, c'est surtout de mettre en avant deux éléments qui nous semblaient pertinents pour la réflexion sur cette valeur juridique, valeur probatoire du résultat d'un système d'IA. Ces deux éléments qu'on a apportés et qu'on élaborera un peu plus tard après cette présentation, c'est l'existence de biais discriminatoires dans le système et la présence d'aléas. Alors, une rapide distinction pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces concepts. Les biais, ce sont des déviations de comportement du système qui ne sont pas dues au hasard. Ils sont dus à une caractéristique qui n'est pas forcément discriminatoire, mais qui justifie cette déviation. De l'autre côté, l'aléa,
c'est vraiment une représentation du niveau d'incertitude que possède un résultat. Et pour le coup, c'est complètement aléatoire. C'est typiquement la personne qui va mal remplir son formulaire et les données de ces formulaires vont entraîner la machine et donc il y aura une erreur par rapport à la vérité terrain. Donc dans un premier temps, le niveau de biais, pour savoir si le résultat est trop biaisé pour qu'on prenne en compte la preuve, par exemple, il faut l'évaluer, il faut le mesurer. Et donc mesurer les biais discriminatoires, c'est une étape extrêmement importante dans la lutte contre la discrimination algorithmique. Je ne vais pas revenir en détail sur ça, on va faire très rapide. Mais la vraie difficulté, c'est que mesurer quelque chose, ça demande déjà de le définir. Et un biais discriminatoire, c'est une différence de traitement entre deux catégories de population. Et il se trouve que la science, d'où la collaboration avec mon co-auteur, a énormément d'outils à disposition pour mesurer ce niveau de biais. La difficulté, c'est que chacun de ces outils représente une certaine conception de ce qu'est l'égalité de traitement. Et pour avoir épluché beaucoup de ces métriques, ce qu'on appelle une métrique, aucune d'entre elles ne correspond parfaitement à la notion de discrimination au sens du droit. Et par conséquent, on a un vrai challenge qui est de voir l'adéquation entre la mesure du biais et la discrimination qu'on souhaite éviter. Et c'est très important d'arriver à correctement mesurer les biais discriminatoires au sens du droit, parce qu'il est évident qu'un système d'IA qui est biaisé et discriminant, pour être précis, entache son résultat d'une illégalité, d'une illicéité, qui est une condition quand même souvent importante pour l'admissibilité de la preuve. Donc, le premier point à prendre en compte, c'est le biais. Le deuxième, c'est l'aléa. Les systèmes d'IA sont des outils statistiques et par conséquent, ils seront toujours empreints d'aléas. L'idée, c'est de réfléchir à poser des conditions liées à cette incertitude afin de déterminer l'effet du niveau de confiance que présente le système sur la force probante, par exemple, de la preuve. Il est évident qu'on ne va pas donner la même importance à un résultat qui est produit par un système d'IA fiable à 99,9% qu'un système d'IA fiable à 50%. Pour autant, est-ce que cet effet est forcément linéaire? Quelle est la limite de cet effet? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Mais nous pensons, avec mon co-auteur, que l'aléa, le niveau d'incertitude, et c'est là que je rejoindrai la présentation de Vincent, est un élément important pour évaluer la crédibilité de la preuve et l'importance à lui accorder, sans pour autant, évidemment, imposer le juge là-dessus. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Céline. Quel plaisir d'être dans cet aéropage d'intervenants de toute génération. C'est vraiment chouette. Merci aussi de revenir dans cette fac où j'ai commencé ma carrière. C'était au XXIe siècle, mais à peine. Et moi, en 5 minutes aussi, il est 2h03, en 5 minutes, en fait, je voudrais commencer par une approche qui est effectivement une vision très droit positif dans ce cas-ci, même si j'aime bien les approches critiques, mais au regard d'une approche droit positif, droit civil québécois notamment, mais aussi common law, droit de la preuve common law au regard de la loi fédérale. Rien de neuf sous le soleil avec l'IA. Il n'y a pas tant de changements que ça. Il y a certains changements de fait et de droit, mais il y a surtout une constance de la manière de gérer des nouvelles preuves qui datent, d'ailleurs historiquement, qui datent du XVIIe siècle, c'est-à-dire les moments où vraiment les règles de preuve se sont focalisées avec l'intervention des supports physiques qui sont généralisés. Les changements, juste très très rapidement, je voudrais en proposer certains. Il y a des changements au niveau des faits. Alors, il y a la complexité, il y a l'augmentation des sources, il y a l'opacité que les SIG identifiaient déjà en 99, et notamment dans le débat qu'il y a eu avec Easterbook, une référence que vous devez tous connaître. Mais peut-être le changement le plus majeur, c'est la remise en cause du principe d'intégrité, où maintenant, il est devenu tous dans la salle, vous êtes capable de faire des faux courriels, des courriels au nom, vous connaissez mon adresse courriel, et vous êtes très facile d'envoyer un courriel avec l'adresse de Caroline où je vous insulte tous. C'est très très simple, ça prend 2 secondes, c'est très facile de modifier. Moi je le fais souvent devant des juges parce que c'est une surprise pour eux de modifier une page web.
alors pas sur le serveur, mais donc toute cette remise en cause de l'intégrité, l'IA, il y a eu un changement de degré, c'était vu ce matin, qui est opéré, où maintenant on arrive avec des faux, encore une fois, d'une meilleure qualité. J'ai des notes, mais je suis incapable de les lire sur mes lunettes, en fait. Donc, changement factuel, changement au niveau du droit, je dirais le changement le plus significatif, c'est que maintenant, il y a une généralisation de la preuve à soi-même. C'est-à-dire que traditionnellement, on se basait sur des preuves de l'autre, c'est-à-dire un contrat signé par quelqu'un d'autre, alors que maintenant, toutes les preuves liées aux techniques sont documentées souvent par l'auteur lui-même. Et le juge va évaluer une preuve auto-fabriquée, si je puis dire, même si des fois, plus en Europe qu'en Amérique, il y a l'utilisation des tiers certificateurs qui vont être capables d'intervenir là-dessus. Donc, il y a des changements, mais au niveau du droit positif en tant que tel, il y a une constance, et c'est une distinction que j'ai voulu reprendre dans mon papier entre les preuves des actes et les preuves des faits. Alors, les preuves des actes, on pourrait très bien avoir maintenant des contrats. C'est toutes les questions de décision automatisée, des contrats faits par des machines. Moi, j'ai commencé ma thèse XXe siècle, en 94, où j'avais commencé à l'époque sur l'EDI, échange de documents informatisés. Et notamment parce qu'il y avait des papiers qui disaient « EDI or die ». Si tu fais pas d'EDI, là, Puis c'est une technologie qui s'est un peu perdue, qui reste encore et qui est vraiment une généralisation de l'automatisation entre généralement des grandes entreprises. C'est tout à fait possible au regard du droit actuel d'avoir de tels actes et ça se preuve. Généralement, le problème des décisions automatisées n'est pas au niveau de l'existence, mais c'est plus de la pertinence, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises déjà ce matin. Et sinon, sur les faits, vous avez des IA qui vont générer des calculs qui, selon moi, devraient être considérés comme des éléments de preuve au regard du Code civil ou des preuves matérielles, des éléments matériels de preuve, 28, 54 et suivants, qui est un vieux véhicule probatoire qui date de 1994, en fait, du Code civil, qui n'existait pas formellement avant, mais qui était introduit dans le Code il y a une trentaine d'années. Donc, tradition au niveau de la distinction preuve des actes, preuve des faits, admissibilité, force probante. Là encore, c'est une vieille dichotomie qui, me semble-t-il, est tout à fait pertinente et qui s'évalue au regard de la gestion des objections. S'il y a des plaideurs dans la salle, parmi les étudiants ou profs, peu importe, là, mais le critère, l'objection principale qui se fait devant un tribunal, c'est la pertinence. Et en matière d'IA, c'est toujours évaluer si un calcul qui est fait par une IA est-elle pertinente ou pas. Il y a des vrais doutes à avoir, d'ailleurs, du fait du manque de transparence. Et en travaillant avec des informaticiens, souvent la transparence, selon eux, est plus une question d'inefficacité du calcul. Et on invoque le secret commercial parce qu'on ne peut pas montrer que derrière, le calcul n'est pas si brillant que ça. Je sais que dans une vidéo, je vous ai entendu dire, vous parliez je pense, de la ville de Nice qui avait des caméras et il y avait un manque de transparence, notamment, peut-être à cause, on ne sait pas si c'est si efficace que ça. Sur la gestion des objections, puis je vais finir là-dessus, ou presque, il y a aussi toute la question du secret commercial, qui est une injonction qui est utilisée. Et il y a de la jurisprudence quand même. Une des rares décisions que j'ai cru voir, Cour supérieure de l'Ontario, qui concernait la Banque de Montréal, où les juges ont considéré non, on ne va pas demander d'ouverture parce que c'est protégé par le secret commercial. Donc ça, il y a assurément une adaptation à faire sur cette question-là. Peut-être le dernier point qui touche l'IA de manière assez présente, c'est dans le Code civil du Québec, c'est 2858, c'est est-ce qu'on peut utiliser une preuve qui va à l'encontre des libertés fondamentales? Et évidemment, la vie privée fait partie de ça, mais peut-être à différence de l'Europe, il y a encore une différence assez flagrante où on autorise assez allègrement, un peu trop selon moi, des preuves qui ont été ramassées de manière assez peu élégante, pour parler poliment, qui parfois ont été volées. Et il y a même s'il y a un test sur la justification sociale qui peut être évoqué principalement par les juges supérieurs, enfin cour d'appel, il y a quand même une certaine tolérance à admettre des preuves qui ont été collectées de manière illégale. Enfin, d'une manière en tout cas violant assurément les principes de base autour de la vie privée. Alors voilà, rien de neuf sous le soleil, si ce n'est, disons, une adaptation continuelle depuis des siècles du droit de la preuve aux évolutions technologiques.
Karen, si vous nous entendez, on vous écoute. Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues, Céline, merci et je vous présente mes excuses d'être là à distance. Ça me fait quand même plaisir de pouvoir être parmi vous aujourd'hui, même si ce n'est qu'à l'écran. Alors, très brièvement et toujours dans l'optique de l'adaptation, mais pour ma part, l'adaptation institutionnelle. Moi, j'aimerais mettre en relief la question de l'indépendance des tribunaux, l'indépendance institutionnelle et cette collaboration non balisée qui est survenue surtout pendant la pandémie à un niveau vraiment de base, soumission de preuves qu'on connaît d'Internet de la génération actuelle, mais là qui accélère vers un Internet immersif, si vous voulez, ChatGPT, je vais vous en donner des exemples, qui a des retombées inattendues sur le plan institutionnel. Alors, et c'est là-dessus que ma publication, c'est sur ces points que ma publication s'attarde. On sait que l'écosystème dans lequel les tribunaux opèrent a changé de manière assez brusque, donc d'une culture, si vous voulez, où on devait tout soumettre sous forme papier, support papier, à un mariage, si vous voulez, de convenance non balisée avec des plateformes privées. Un exemple de base traditionnel, on le voit par ma présence aujourd'hui, Zoom, Teams, etc. Donc, les tribunaux qui sont évidemment, qui font partie intégrante de la démocratie, caractérisés par la valeur de l'indépendance, d'autres devoirs tels le contrôle des documents de la Cour, qui tout d'un coup se livrent à ce partenariat non balisé dans un premier temps avec des compagnies multinationales dont la mission est souvent la vente des données, ainsi de suite. Mais le problème n'est pas forcément là, mais le fait que ça ne soit pas balisé. Et donc, et maintenant, de plus en plus, et on va voir si le temps nous permet des exemples ensemble, l'utilisation par exemple des juges qui se renseignent, on l'a vu récemment en Inde, auprès de ChatGPT ou un procès sur le métavers, ou il y en a qui disent la métaverse, peu importe. Et donc, on se sert de cette infrastructure privée, commerciale, pour des fins très publiques, de manière non encadrée forcément par le droit. Il y a des questions de vie privée, mais qui, comme je l'explique dans la publication, ne suffisent pas. Donc, la préoccupation principale, c'est que les tribunaux soit en quelque sorte les tribunaux qui doivent être indépendants sur le plan, les juges sur le plan individuel, les tribunaux sur le plan institutionnel, ne soient pas outillés, donc il y a la question du privé, mais dans un deuxième temps, outillés pour pouvoir remettre en question les décisions ou les réponses qu'offre par exemple ChatGPT. Et là, je ne parle pas de la fameuse boîte noire, mais plutôt de ce surplus de confiance, de ce sentiment d'impuissance lorsque on est débordé, comme le sont les tribunaux en ce moment, et que la technologie, l'intelligence artificielle, à court terme, semble être la rescousse, alors que à long terme, ça pourrait, on va en parler de manière plus détaillée, compromettre, surtout avec les deepfakes et ainsi de suite, la perception de l'indépendance et ainsi de suite. Je vais tout simplement souligner très rapidement les plateformes, ce qu'on appelle les case management platforms, puisque les tribunaux sont tellement débordés, on se sert de plateformes de gestion de dossiers de la preuve pour réduire les coûts et rehausser l'efficacité. Dans une société où nous sommes tous surveillés jour et nuit, donc où tout est enregistré, l'intelligence artificielle, la technologie devient la preuve comme telle et quels seront les outils pour qu'on s'assure que les tribunaux gardent le droit de contrôle. Ça suscite de nombreuses interrogations et des préoccupations au niveau de ces intermédiaires.
d'autant plus la question de la justice prédictive. On sait qu'en France, il est maintenant interdit de s'en servir pour déterminer certaines choses par rapport aux juges eux-mêmes, compte tenu du potentiel pour la manipulation. Et je termine là-dessus. Il y a aussi la question de la reconnaissance faciale. Je viens d'intervenir sur cette question uniquement dans l'optique de la vérification des témoins et l'impact, par exemple, sur certains groupes qui sont mal équipés pour s'en servir. Alors voilà, on a potentiellement une menace à l'indépendance, à la stabilité des précédents dans des systèmes de Stare Decisis. Au plaisir d'en discuter dans les prochaines minutes. Pour commencer les débats, peut-être une première question assez pragmatique pour avoir une vision un petit peu de l'état des lieux, des cas d'usage, voire de la typologie. Quand est-ce que le juge est appelé à... Dans quelles circonstances on est appelé à utiliser une preuve algorithmique dans les cas que vous avez pu identifier? Et quels pourraient être les types de preuves algorithmiques? À cet égard, j'ai relevé 3 éléments dans vos différentes contributions qui apportent des éléments de réponse intéressants. Vous, Vincent, vous évoquez la dichotomie finalement entre décision automatisée et état technologique. Ça me semble être une première piste intéressante pour dresser le tableau. Renan, vous tentez d'appréhender la preuve algorithmique au travers des autres preuves scientifiques. Et Karen, vous évoquez notamment la sollicitation des juges et leur proactivité à solliciter des preuves. Donc, est-ce que vous pourriez nous apporter des éléments pour qu'on se fasse une idée de concrètement de quoi nous parlons dans la réalité du système judiciaire? Oui, merci. En fait, cette dichotomie, en fait, je la reprends d'une dichotomie que j'ai évoquée rapidement, mais la distinction qui est très présente en droit civil, en preuve civile, c'est les actes et les faits, enfin les actes juridiques et les faits juridiques. Et effectivement, suivant une approche qu'on pourrait dire fonctionnelle, une décision automatisée qui aurait un caractère un peu substitutif d'une décision humaine, ou complémentaire, peu importe, là, mais serait assimilé effectivement plus à un acte. Donc, des décisions automatisées, là, on va en parler pendant 2 jours, là, qui peuvent... et puis, il y en a dans des dizaines d'exemples dans le livre dirigé par Sidney et Jessica. Ce que j'associe plus à des faits, encore une fois, sont souvent associés, je l'évoquais un peu rapidement, aux éléments matériels de preuve, c'est-à-dire aux photos, aux enregistrements audio, qui sont déjà intégrés comme tels et qui font état des lieux à un moment donné. Et alors, ce qui est intéressant, cette dichotomie entre acte et fait aussi, c'est qu'elle était très, très associée pendant des décennies, pendant des siècles en fait, au support physique. Et maintenant, on a été obligé, avec le numérique, se dissocier de cette dichotomie habituelle qui est de dire les actes, c'est souvent associé à du papier, l'oralité au témoignage et les photos, il n'y en avait pas, évidemment, mais les éléments matériels, ça pouvait être une brique qu'une personne a reçue sur la tête. Et on a associé avec le nouveau code civil, en 91, on a associé les photos et vidéos comme étant justement représentantes de ce qui est un état des faits. C'est comme ça que le code civil le détermine à 2854. Donc, je pense qu'en matière d'IA, on peut reprendre cette dichotomie en acte et fait, où l'IA est susceptible de se positionner dans cette dichotomie classique très, très souvent utilisée en droit de la preuve. Et quand on regarde la preuve par empreinte digitale au droit pénal, en réalité, elle est très peu utilisée. Et lorsqu'elle est utilisée, en fait, elle est très rarement décisive. Pour ça, il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas de règle explicite sur comment utiliser la preuve par empreinte digitale en droit pénal. Cependant, ce que les études de terrain ont démontré, c'est que les praticiens, donc les agents de police, les inspecteurs, développent, c'est que si la corrélation entre 2 empreintes digitales n'est pas assez haute, la preuve n'est même pas versée au dossier. C'est-à-dire que ça ne vaut pas la peine. L'élément de preuve n'apporte pas assez de choses, n'est pas assez crédible, donc on ne veut pas la faire. Et donc souvent, quand il y a peu de chances que la preuve match, on ne la fait pas, ça évite des coûts financiers et du coup, ça n'aura aucune importance au procès. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que le niveau de corrélation, le résultat, n'est pas assez probant pour être utilisé. Et ça, c'est un parallèle qu'on pourrait faire avec le système d'IA.
un résultat qui prédit à 75% un risque de récidive, est-ce que réellement on le prend en compte ou pas? Alors, ce n'est pas quelque chose qui est fixe, il faut le réfléchir, mais c'est une première piste. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi le fait que si l'empreinte digitale n'est pas aussi pertinente et probante, c'est aussi son adéquation avec les besoins du droit. L'empreinte digitale, tout ce qu'elle révèle, c'est qu'un individu était à un lieu à un moment donné. Il n'y a même pas de niveau de temporalité, ça ne prouve pas la culpabilité, ça ne prouve même pas l'implication dans le délit ou l'infraction, ça prouve juste qu'il était là. Et donc, il y a encore plein d'autres preuves à aller chercher, et au final, ça dilue la force probante, l'intérêt de cette preuve en procès pénal. De l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la preuve de paternité. Pour le coup, la preuve de paternité en droit de la filiation, c'est la preuve ultime. C'est-à-dire, d'ailleurs, elle est de droit, en droit français, parce qu'elle correspond parfaitement à ce qu'attend le droit, c'est-à-dire une réalité scientifique qui est la filiation entre un père et un enfant. Et ensuite, elle est extrêmement fiable. On est régulièrement à des niveaux qui dépassent qui sont envers 99,9% de fiabilité. Par conséquent, on est certain que ce qui est produit est la vérité. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, doit être pris en compte. C'est pour ça que je parlais d'aléas dans les preuves des systèmes d'IA. C'est-à-dire que, d'accord, le niveau de récidive est très, très haut. C'est extrêmement significatif. Mais que vaut réellement cette preuve? Comment on évalue la fiabilité de la preuve qu'on a, au-delà de ce qu'elle apporte, elle, en tant que résultat? Et ça, je pense que c'est une réflexion qu'on peut appliquer, se demander à la fois, est-ce que le résultat du système d'IA est pertinent par rapport à ce qu'on cherche à prouver? Et ensuite, est-ce qu'il est fiable? Je pense que ces deux éléments-là sont des questionnements qu'on peut reposer à l'IA et qui pourraient nous éclairer sur la valeur de la preuve. Rajouter juste pour dire que son papier est vraiment bon là, sur cet aspect-là. Et puis là, parce qu'en fait, comme juriste, on n'a aucune idée si ça marche ou pas. On répète, en tout cas, moi, je répète ce qu'on me dit. Et là, on parle de technologies quand même qui ont un certain vécu. Là. Ça fait des décennies qu'on les utilise. On est capable d'avoir un peu je dirais, d'une vision un peu globale. Et les problèmes en matière d'IA, c'est qu'on n'a pas ce recul-là bien souvent. Et on ne nous laisse pas accéder. On ne nous laisse pas ouvrir la boîte, ouvrir le capot, pour voir comment ça fonctionne. Et sur le plan droit positif, tout ce que vient de dire Renan, c'est le contrôle de la pertinence, en fait, qui est le critère d'admissibilité de base qu'on trouve dans le Code civil, qu'on trouve encore maintenant, qui est vraiment le b.a.-ba en matière de preuve droit positif. Karen. Oui, merci. Pour moi, et c'est un peu au niveau encore institutionnel, une grande préoccupation, et on le voit en Asie, puisque là-bas, les tribunaux emploient énormément l'intelligence artificielle, puis sont très automatisés, et le déagencement des juges. Justement, les juges n'ont plus eux-mêmes la confiance de remettre en question le verdict de la technologie. La technologie est si sophistiquée qu'on parle vraiment d'un déagencement où, dans un premier temps, on déployait ces technologies-là pour être plus efficaces, pour sauver de l'argent, mais les technologies sont devenues l'intelligence artificielle, si on parle de la métaverse, si on parle d'un Internet qui est interconnecté, immersif et sophistiqué à un tel point que les juges n'ont plus forcément les outils, la capacité, la confiance de remettre en question le verdict des algorithmes. Et sur le plan institutionnel, sur le plan de la démocratie, c'est ce qui est préoccupant. Il y a aussi la question de la stabilité, parce qu'on l'a vu, je ne sais pas si on est au courant de cette question du juge en Inde qui très récemment a posé une question par rapport à la sentence dans un cas pénal, justement à ChatGPT, et on sait, une réponse a été fournie, mais la difficulté, c'est qu'avec ces technologies d'intelligence artificielle générative, les réponses qui sont fournies sont différentes à chaque fois.
Donc, ça menace, j'avais écrit dans mon livre en 2011, quand je parlais de l'usage des tribunaux de Wikipédia, j'avais appelé ça « precedent written in the wind ». Donc, dans des systèmes de common law, c'est beaucoup plus préoccupant parce qu'il y a le stare decisis qui n'est plus fiable. Donc, il y a ces deux éléments-là. Je vais terminer sur évidemment, il y a la question des deepfakes où on ne peut plus se fier à nos sens, à nos yeux, etc. Ça prend une expertise extraordinaire, ça prend un budget extraordinaire, ça prend des experts pour pouvoir analyser. On ne parle plus de métadonnées comme dans un faux courriel, mais pour les deepfakes, ça prend des ressources extraordinaires. Donc, si on parle de l'accès à la justice, pour pouvoir analyser ces preuves qui sont soumises par ce biais-là. Les prédictions, et je termine là-dessus, algorithmiques, il y a énormément à dire. La difficulté, c'est qu'évidemment, elles prédisent, entre guillemets, non seulement l'avenir, mais ont le pouvoir de créer, de contrôler l'avenir. Et l'omniprésence des décisions basées sur ces prédictions algorithmiques conduit à une société de prédiction où la capacité des individus à créer leur propre avenir est diminuée. Et ça, au niveau des tribunaux, au niveau de l'ossification de certains préjugés, est extrêmement problématique. Pour ce qui est de la confiance du public, donc la capacité de contester, de remettre en question le verdict de l'algorithme et les préjugés qui sont masqués par cette apparence de perfection. Donc, moi, ce qui me préoccupe, ce n'est pas forcément l'imperfection, mais cette apparence de perfection et le déagencement, excusez-moi, des tribunaux. Donc, voilà, merci. Alors, merci. Il y a plein de perches là qui viennent d'être lancées et de sujets qu'on a envie d'aborder, notamment sur l'hypertrucage, les fausses preuves. Mais je vais commencer par la première. Finalement, Karen nous dit qu'au regard de l'agencement, le juge a de la difficulté à prendre la distance avec l'outil. Une des questions que je voulais vous poser, c'est, donc là, on regarde le phénomène du point de vue institutionnel. Qu'en est-il du point de vue peut-être plus sociologique de la perception du juge ? Est-ce que le juge considère que, comme vous l'écrivez, ces éléments vont participer à la quête de vérité à laquelle il doit s'adonner pour pouvoir rendre sa décision? C'est vrai qu'on a pu lire il y a quelques années, heureusement on le lit moins aujourd'hui, mais que finalement le fait qu'on ait une preuve scientifique plus forte contribuait à la confiance du public. Karen vient de dire, vient de mettre en doute cette idée-là. Est-ce que vous avez des éléments à nous apporter de ce point de vue? Deux choses. Moi, j'y crois pour certains types de litiges. Karim Beniclef parle des litiges de basse intensité. L'exemple que je prends toujours, moi, c'est la gestion des noms de domaine, qui est basée sur 3 critères très simples. Il y a des milliers de décisions. Si vous lisez les décisions, en fait, les avocats, en fait, parce que ce n'est pas des juges, mais qui les prennent, copie-collent tout le temps les mêmes trucs. Moi, je pense que ce serait pas moins bien avec une IA. Après, un litige pour déterminer les critères de fin de vie, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais après, des prises de décision dans le domaine médical, il y a de plus en plus d'expériences qui se font où la machine, en fait, vient en backup. Ne prend pas la décision en tant que telle, mais il y a un backup qui se fait. Et ça semble, en tout cas, fonctionner éventuellement comme aide à la gestion. Parce que j'en ai pas parlé, mais il y a effectivement beaucoup d'outils qui sont utilisés qui peuvent éventuellement aider à la décision. Un truc qui m'intéresse beaucoup, je finis là-dessus, je pense qu'il y a une différence culturelle aussi des juges Europe-Amérique. Je pense que la tolérance est peut-être pas complètement la même, me semble-t-il, mais c'est pas très sociologique que je vous dis. Je l'ai pas beaucoup mesuré, c'est plus en lisant de la jurisprudence. Mais je pense qu'il y a peut-être une différence qui peut apparaître. Et même chose avec l'Asie. Alors, une autre piste qui a été lancée, qui me semble très intéressante et récurrente dans vos 3 articles, c'est ce que Karen appelle l'hypertrucage, ce que vous appelez comme la sophistication des fausses preuves. Et puis Renan parle de la faiblesse, voire du défaut de fiabilité de certaines preuves.
Alors, double question par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les mécaniques à l'œuvre et en creux, ou peut-être dans la perspective, nous dire, selon vous, ce qui serait important d'amener, du moins en droit, à la fiabilisation, pour la fiabilisation des preuves? La question de la fiabilisation des preuves, à la preuve et que le résultat de système d'IA, je pense qu'elle est assez complexe parce que par nature, il s'agit simplement d'une corrélation. Et l'idée de parler de fiabilité de preuves, c'est pas forcément, enfin, je ne l'ai pas apporté spécialement pour montrer qu'il faut améliorer la fiabilité de la preuve. C'était utiliser les outils du droit de la preuve pour la preuve judiciaire pour mettre en perspective le poids qu'on donne à une résultat de système d'IA dans une prise de décision. C'est-à-dire, ça reste une corrélation, et si on se fonde seul sur elle, alors, devant le juge, ça sera plus compliqué. C'est une raison faciale, ça fonctionne, mais il faut déjà un backup. Il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments pour pouvoir commencer des poursuites ou pour pouvoir prendre des décisions. Je ne sais pas s'il y a des outils mathématiques qui permettent de calculer le niveau d'incertitude. On est sûr à 95% que si on redemandait au système d'IA, là, on aurait à peu près le même résultat. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez ce résultat, mais il est bon. Il n'est pas forcément pertinent, mais au moins il est bon. Sur ce point-là, on peut l'améliorer. Donc la fiabilité de la preuve, oui. Après, il est important que la fiabilité ne vienne pas entacher la pertinence et qu'on soit parfaitement conscient des limites du poids qu'on doit accorder à un résultat système d'IA. Karen, oui. Oui, merci. Excusez-moi, à distance, c'est moins évident de comprendre quand c'est mon tour. Mais je suis parfaitement d'accord avec mes collègues et Vincent a mentionné l'aide à la décision. Et puis, dans un autre article, je me suis servi justement du paradigme du prix Nobel Kahneman, Daniel Kahneman, son fameux Think Fast, Think Slow. Et donc, dans certaines circonstances, des cas qu'on appelle faciles, où il y a moins de discrétion, s'outiller, se servir de l'intelligence artificielle ne porte pas atteinte à l'indépendance de la magistrature. La difficulté, c'est des cas deviennent de plus en plus complexes et la tentation est si forte. Et ce qui m'a peur un peu, c'est l'enthousiasme et vous vous rappelez peut-être la preuve ADN. Toutes les difficultés qui sont survenues parce que les gens comprenaient « Ah, c'est scientifique, donc on ne se pose plus de questions ». Et donc, ce danger que le juge soit en quelque sorte subjugué parce que le juge doit se remettre de plus en plus aux opinions des experts. Il ou elle n'a plus la capacité, n'a plus le budget pour évaluer tous ces outils qu'on a, force probante, etc. Le juge doit avoir un certain droit de regard et ça devient de plus en plus complexe. C'est un peu une tangente, mais j'ai lu aujourd'hui, j'avais beaucoup écrit sur le métavers ou la métavers, c'est l'immortalité. Et il y a quelques jours, l'acteur Tom Hanks a parlé du fait que grâce à Internet immersif, il aura cette immortalité. Et j'ai cette petite citation qu'on peut appliquer par analogie aux preuves. Il dit, et puis je vais traduire, mais brièvement, « Anybody can now recreate themselves at any age they are by way of AI or deepfake technology. » Alors, l'idée, c'est qu'on peut se recréer et que ça sera extrêmement difficile à moins qu'on ait des ressources extraordinaires. Et toute l'idée de l'intelligence artificielle, de la technologie, c'est de venir en aide aux tribunaux qui n'ont pas forcément cette infrastructure, qui n'ont pas forcément les moyens et donc font appel aux technologies pour devenir plus efficaces. Mais j'encourage, l'idée de mon papier, c'est d'encourager une réflexion à long terme. À court terme, c'est extrêmement efficace, mais à long terme, il faudra juste s'interroger aux balises, à l'encadrement d'une preuve très, très sophistiquée, alors que le juge n'a plus forcément
les moyens ou la capacité de la remettre en question, même si on lui offre le code secret, oui, même si il y a des audits et ainsi de suite, ça pourra rendre le processus beaucoup plus onéreux. Et le deuxième aspect, et je termine là-dessus, surtout pour ce qui est de ChatGPT, j'en ai parlé dans le contexte de la formation de la magistrature, parce que la magistrature trouve ça très intéressant aussi, mais la fiabilité, lorsque on peut, et je l'ai déjà mentionné, mais ça vaut la peine de le ressouligner, lorsque les réponses qui sont données à chaque fois sont dynamiques, oui, parce que ça varie. Alors, qu'est-ce que ça fait pour la prévisibilité, pour la stabilité, surtout du précédent, mais de la justice de manière plus générale. Mais j'en passe. Merci. Il y a de plus en plus de faux. Quand on regarde la jurisprudence, il y a eu une démo. La seule chose, c'est que les faux, en tout cas dans la jurisprudence québéco-canadienne, sont généralement de très mauvaise qualité. En fait, c'est vraiment de la petite preuve fabriquée. Un exemple, c'est un gars qui demande à son assureur de rembourser. Il envoie les photos et les photos, dans les métadonnées des photos, ça montre qu'elles ont été prises après la date de déclaration. Donc, ce qui est dans cette histoire-là, parce que j'ai retrouvé le juge, c'est que le gars qui avait fabriqué des faux, il n'y a eu aucune suite. Il n'y a pas eu de poursuite criminelle pour fausse déclaration, etc. Donc, très souvent, les preuves sont assez faciles, mais même pour les preuves plus sophistiquées, puis si je n'avais pas entendu Karen avant, j'aurais dit rien de neuf sous le soleil, pas de différence entre argentique et IA, mais Karen a raison, peut-être qu'il y a une différence de nature qui rend effectivement l'accès plus compliqué parce qu'effectivement des preuves plus sophistiquées vont impliquer des audits qui sont possiblement plus coûteux. Mais encore une fois, parler comme le praticien que je ne suis pas vraiment, il y a beaucoup de choses qui transparaissent lors des interrogatoires, et ça fonctionne pour m'occuper d'un cours sur les modes d'interrogation. Dans les cas des procès civils, il y a quand même moyen de faire venir la vérité face à des éventuels faux qui auraient été faits avec un outil comme celui-là. Mais justement, sur ces points, votre contribution et celle de Karen insiste particulièrement sur la dynamique de preuve de la preuve que ça engendre. Et Karen insiste particulièrement sur l'idée selon laquelle c'est précisément sur ce point qu'on perd le contrôle, parce qu'on fait rentrer l'acteur privé à deux égards pour fournir la preuve et pour la fiabiliser derrière. Et qu'à partir de là, l'indépendance se perd. Est-ce que c'est aussi une analyse que vous partagez? Peut-être que Karen voudrait, je parle pour elle, mais elle voudrait peut-être nous préciser. Vous l'avez parfaitement résumé, merci. Bon, voilà. Peut-être nous préciser un petit peu ce que ça implique en termes d'indépendance. Et puis, après, vous entendre, voir votre avis par rapport à ça. Karen? Oui, merci. Non, vous l'avez parfaitement résumé. En fait, c'est cela. C'est le problème. On fait rentrer l'acteur privé de manière, et c'est ce qui me préoccupe le plus, parce que je vois pas de mal à avoir une collaboration privée-publique. On l'a vu, j'ai présenté un autre papier lors de la conférence pour la juge Abella avec Jean-Paul Dautel, un collègue qui est spécialiste en droit du travail, qui a parlé de la collaboration public-privé à l'époque de la révolution industrielle. À mon humble avis, il y a une autre révolution en ce moment, la révolution numérique qui est en cours. Il n'y a pas de mal à faire entrer un acteur privé. Le problème, c'est que c'est non encadré, non balisé. Et le problème est aussi celui de subjuguer potentiellement la magistrature à justement ces compagnies privées. Sur le plan institutionnel, mais aussi sur le plan individuel. Et c'est là que le temps ne permet pas de rentrer dans les détails, mais on a vu des écrits très intéressants. Mon collègue de Columbia, le professeur Lieben, entre autres, ont fait des études sur les tribunaux automatisés en Asie et ce sentiment des juges là-bas qui sont, comme les juges ici, débordés et donc qui n'ont plus les moyens de remettre en question le verdict de l'algorithme. Mes collègues ont parlé des métadonnées, des faux courriels, ainsi de suite. Les tribunaux avaient beaucoup de mal avec ça. Et si on parle d'Internet immersif,
3D interreliée de la métaverse sans balise, c'est très difficile. Moi, je propose aussi qu'on aille, on a beaucoup parlé de la boîte noire, on a parlé de la transparence. À un certain stade, il y a une sophistication telle qu'on ne peut pas s'attendre que les tribunaux soient également des experts en intelligence artificielle. Impossible. Et donc, ouvrir ou avoir une certaine transparence ne donne pas forcément beaucoup. C'est surtout le fait de pouvoir expliquer. On ne sait pas lorsqu'un juge tranche ce qui se passe, n'est-ce pas, dans sa tête, mais il nous offre des motifs. Et c'est à base de ces motifs qu'on peut aller en appel. Alors, peut-être la piste est celle de l'explicabilité. L'objectif de mon papier, c'est justement de revendiquer un encadrement qui convient à cette nouvelle réalité, surtout à l'intelligence artificielle de nouvelle génération qui va bien au-delà des recherches Google, des recherches Wikipédia et ainsi de suite, pour s'assurer que les tribunaux soient bien équipés pour conserver leur indépendance, parce que sinon, il faut y penser au niveau de la démocratie, toute l'infrastructure essentielle en ce moment, chaque mot qu'on prononce, et a fortiori en tant que juge, chaque courriel qu'on écrit, c'est Office 365, n'est-ce pas? Et c'est vrai si on travaille pour le gouvernement, c'est vrai si on est universitaire. Chaque conférence est enregistrée également sur cette infrastructure essentielle privée, étrangère, qui est, que ça soit Zoom, que ça soit Microsoft, peu importe. Donc, chaque courriel, chaque mot prononcé, chaque audience, chaque preuve soumise. Et où sont les balises? Où est l'encadrement? C'est la question d'encadrement, je crois, qui est la préoccupation préliminaire, parce que la justice ne peut pas, à mon esprit, se faire de manière ad hoc. Ça serait la préoccupation principale pour ce qui est de l'indépendance. Je ne suis pas sûr de suivre, Karen. Et encore une fois, je suis sans doute impressionné au sens photographique du terme par les questions de preuve civile, mais moi, ce que je comprends, c'est que la preuve est de droit privé, c'est-à-dire que la preuve incombe à celui qui prétend, le vieux principe de droit romain. Donc, je veux faire la preuve d'un résultat qui est généré par un IA, je dois apporter une documentation, une explication qui va motiver les raisons pour lesquelles on devrait se fier au résultat ainsi obtenu. De l'autre côté, il peut y avoir une contre-position. Dans les deux cas, ça va passer forcément par une expertise, qui est quand même un principe qui se fait dans le domaine médical, environnemental depuis déjà longtemps. Le Code de procédure civile au Québec a encadré un petit peu ça pour éviter les multi-experts. Mais d'expérience, les juges peuvent être très critiques vis-à-vis des experts. Ce n'est pas parce qu'un expert dit ça, maintenant, surtout qu'il y a de plus en plus souvent des experts uniques, qu'ils vont suivre la position. Donc, je pense que en tout cas, dans ma vision canadienne des choses, les juges sont très... ils défendent énormément leur indépendance et ne vont pas forcément suivre ce qu'un expert leur dit si ils ont un sentiment autre, en tout cas dans les procès civils. Alors précisément, puisqu'on est dans l'idée du mariage balisé, pour reprendre les termes de Karen, et de l'encadrement, Renan, dans son article, fait une proposition originale. Il nous dit qu'il faudrait finalement imposer aux parties de soumettre avec sa preuve algorithmique la garantie de fiabilité associée. Alors précisément, quelle forme ça prendrait? Et est-ce que ça n'engendrerait pas un risque de renforcer les inégalités finalement entre les justiciables, puisque cette charge-là se grèverait également auprès de ces derniers. Et de ce point de vue-là, dans quelle mesure la dynamique de probatoire algorithmique va transformer en quelque sorte l'économie de la relation entre les parties? En relisant ma propre contribution et vu cette proposition 2 ans après, je suis très mesuré sur cette idée-là qui en fait apporte de nombreuses complications, mais pose aussi de très bonnes questions. Notamment, par exemple, le fait que le juge n'a pas la main sur la manière dont est attestée la fiabilité. Les standards qui sont utilisés
En droit européen, l'AIDIA Act, le calcul de la qualité du système d'IA et de sa fiabilité est décidé par les acteurs qui sont les organismes de normalisation. Le juge a très peu d'emprise sur l'adéquation de ces standards avec le droit. Et par conséquent, c'est vrai qu'il lui subirait un petit peu l'argument d'autorité de mon algorithme n'est pas biaisé. Regardez, voici les preuves. Il est fiable, regardez, voici les preuves. Et vous ne pouvez pas contester la procédure qui a mené à ces preuves de fiabilité. Donc, c'est vrai que c'est dangereux. L'idée derrière cette proposition, au départ, c'était de la poser pour dire, regardez, si on réfléchit à cette question-là, ce serait intéressant que cela incite les fournisseurs de systèmes d'IA à eux-mêmes se poser une condition de précision au moment où ils produisent le système. Et du coup, orienter ces standards au travers du droit de la preuve. Votre système d'IA, s'il n'est pas assez fiable, il ne servira pas dans un tribunal. C'était plutôt dans cette idée-là, cette idée d'essayer d'influencer la conformité du système au travers des exigences qu'on pose sur son résultat. En effet, par contre, du point de vue de la preuve, ça augmente l'expertise et comme l'a dit Vincent, ça peut être extrêmement coûteux et extrêmement lourd dans le cas d'un système d'IA, notamment parce qu'il s'avère que dans certains cas, les outils de preuve utilisés pour mesurer une qualité du système peuvent être contradictoires. C'est-à-dire, si un outil de mesure donne un très bon résultat, un très bon score pour ce système, un autre outil différent donnera un résultat catastrophique. Et du coup, là, on arriverait à un conflit très compliqué qui, même au niveau de la recherche scientifique, n'est pas résolu. Donc, la proposition était très ambitieuse, mais l'idée, c'était vraiment ça, c'était de montrer et d'essayer de faire réfléchir au niveau du système par rapport aux exigences qui sont imposées sur le résultat. Alors, si on résume les propositions des 3 contributions, pour fiabiliser la preuve, il faudrait à la fois des dispositions d'ordre procédural, réfléchir au contexte managérial, penser les infrastructures et la collaboration avec le privé. Qu'en est-il, selon vous, de la formation des juges ? Je vous invite à répondre si vous avez des intuitions sur le sujet. Oui, désolée, je vous ai pas entendu. Je pense que le microphone a coupé. J'allais juste dire que une bonne partie, le problème n'est pas l'intelligence artificielle. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il faut tout simplement, comme a dit Vincent, s'adapter. Mais il faut s'adapter pour pas qu'il y ait des conséquences inattendues. C'est un peu pour donner un exemple très de base. Lorsque les tribunaux ont réalisé qu'ils peuvent publier des jugements sur Internet, ils ont dit, mais magnifique, ça encourage la transparence et ils ont tout publié sur Internet sans se rendre compte qu'il y avait une certaine dissuasion parce que sur Internet, tout est public, mais pas comme avant. Il y avait une certaine dissuasion. Les gens n'avaient plus le même accès à la justice parce qu'ils avaient peur que toutes leurs informations soient sur Internet. Et la Cour suprême a bien reconnu ces effets inattendus dans AB contre Bragg. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Il faut tout simplement s'adapter sur le plan culturel. La formation de la magistrature peut venir en aide justement pour mitiger, pallier à ce problème de déagencement, pour faire en sorte qu'on n'ait pas, ça ne répond pas à toutes les préoccupations, mais certaines préoccupations, les mêmes problèmes qu'on a eu avec l'ADN. Que tout d'un coup, les juges, que je suis d'accord avec mon collègue Vincent, qui d'habitude remettent en question ce que disent les experts, mais lorsque cet expert est d'ordre technologique, tout d'un coup, on a, du moins si les études disent vrai, une certaine réticence. Alors, la formation de la magistrature peut contribuer énormément sur le plan culturel pour qu'on s'assure que les tribunaux gardent le contrôle sur la preuve et gardent leur contrôle institutionnel de manière plus large. Il nous reste encore quelques minutes. Je propose d'ouvrir les questions à la salle. Alors, oui. Alors, Safa, soyons galants. Safa. Discriminatoire. Que par justement ces indicateurs incompatibles en même temps? Alors, oui, en effet, on pourrait parler, mais dans le cadre d'une
une aide à la prise de décision, il est possible de voir l'intervenant humain, l'agent humain, comme un moyen de minimiser le risque que la décision finale, malgré le résultat discriminatoire, soit, elle, discriminante. Après, le problème de ça, c'est l'approche qu'on a de ces biais discriminatoires. Au niveau européen, l'AI Act demande clairement que ces biais soient, on lutte contre ces biais de manière technique. C'est marqué noir sur blanc, je crois que c'est l'article 9 de mémoire, qu'il faut des métriques adaptées, des seuils probabilistes. Donc, c'est lui-même qui vient impliquer cette formalisation informatique pour les biais. Et donc, c'est lui-même qui dit, maintenant, il va falloir travailler comme ça. En effet, le problème, c'est que ces biais sont toujours là. Le problème que je vois ici, et comment on pourrait l'éviter, c'est que le législateur, en tout cas européen, adresse réellement le problème. C'est-à-dire s'il souhaite des indicateurs techniques et qu'il aille creuser lui-même les difficultés d'adéquation par rapport au droit, qui viennent aider. Alors, ça ne peut pas forcément dire lui c'est très bien, lui c'est pas bien, ça dépend des contextes, mais qui donne des pistes d'éléments de mise en garde pour être vigilant par rapport à ça. Par exemple, je proposais aussi une liste noire d'indicateurs qui ne sont clairement pas cohérents avec le principe de non-discrimination dans certains contextes, par exemple. Alors, ce sera peut-être quelque chose qui sera fait plus sectoriellement. Ce qui serait cohérent, c'est qu'il faut adapter la vision à la situation. Mais c'est important, je pense, que le législateur s'empare de cette idée. Il y a une valeur juridique, il y a un enjeu juridique derrière les preuves. Il ne peut pas seulement déléguer la lutte des biais par des preuves informatiques et ce sera forcément neutre. Derrière, il y a quelque chose. Et donc, il faut adresser la question pour commencer à sortir des indices, des éléments qui permettent de choisir quel indicateur on met à quel moment. Et surtout, justifier cet emploi pour ensuite pouvoir en rediscuter au niveau du tribunal ou au niveau de la certification. Les étudiants, Céline? Oui, il y a Christopher et Pierre, je ne sais pas où il est passé, vous êtes là. Donc, on va peut-être prendre les deux questions en même temps, de Christopher et de Pierre. OK. Je me demandais juste, est-ce que vous pensez qu'il y a comme un danger avec la mise en preuve des résultats d'intelligence artificielle d'une assimilation à une preuve scientifique? Parce qu'il y a une différence d'autonomie entre comme un test d'ADN qui a été mis en preuve et comme le résultat d'un système d'intelligence artificielle. Et il y a aussi l'aspect comme des personnes ou un juge qui serait plus disposé à croire que le résultat d'une machine d'intelligence artificielle sera meilleur car elle a accès à plus de données ou peut traiter plus qu'un juge pourrait faire comme dans une courte période de temps. En fait, ma question concerne les prévisions policières. On sait que présentement, il y a deux modèles de prévision policière. Il y a la police prédictive qui est basée sur l'analyse de l'espace et du temps pour identifier des zones criminogènes. Et puis, il y a également la police prédictive centrée sur l'individu qui vise à déterminer les individus qui sont plus susceptibles d'être victimes de crimes ou plus susceptibles de commettre le crime. Donc, dans votre texte, Monsieur Ronan, vous avez parlé de biais algorithmiques comme étant un enjeu majeur qui conduit à des biais discriminatoires à la base d'apprentissage des technologies de l'IA. On sait donc déjà que le cible potentiel de la police prédictive sont les milieux défavorisés. On doit savoir quel encadrement algorithmique et quel encadrement juridique qui peuvent être mis en œuvre pour empêcher que la machine catégorise systématiquement des milieux défavorisés comme étant des zones criminogènes et de se fomenter la présence policière et une surveillance trop importante comparativement à des milieux plus aisés. Donc, pour empêcher le profilage sectoriel. Est-ce que vous avez entendu les questions? Oui. C'est seulement la première question de sauf erreur, Safa. Oui. J'ai manqué la première partie, mais le reste, oui. Merci. La question des biais qui touchent systématiquement les mêmes personnes, toujours les personnes défavorisées, elle est complexe parce que je vous renvoie un très bon article de Sandra Wachter qui explique qu'en fait, les biais, il y en aura forcément. La question, c'est est-ce que c'est des biais
déjà là et qu'on a reproduit, ou est-ce que c'est des biais que nous-mêmes, on a décidé d'intégrer? Notamment, par exemple, est-ce que l'opportunité qu'offrent quand même ces indicateurs, c'est de choisir quel type de biais on veut. C'est-à-dire, par exemple, ce qui peut paraître bizarre, mais l'idée de est-ce qu'on pourrait rééquilibrer les inégalités qui existent actuellement en demandant à la machine, d'accord, d'être un peu plus favorable avec certaines catégories défavorisées, par exemple dans le cas de recrutement, mais parce qu'on sait que socialement, elles sont défavorisées. Et on essaie de casser le cycle en remettant des biais, une sorte de discrimination positive pour casser ces inégalités. Ou alors on décide de s'attacher sur la performance et ensuite de se dire non mais le but c'est qu'on prenne les meilleures décisions possibles, quitte à reproduire, mais surtout à aggraver, parce que reproduire, le scénario ne fait pas que reproduire les biais existants dans la société, il les aggrave. Et est-ce qu'on décide de ça? C'est un choix vraiment de société. C'est quelle approche on décide d'avoir par rapport aux biais? Il y en aura, c'est certain, parce que notre société n'est pas égalitaire, donc il y a forcément des biais dès le départ. On décide soit on les corrige et on met des biais qu'on considère plus favorables, soit on les laisse. Pour la question de la police prédictive, ce qui je pense est important, et je vais un peu botter en touche sur cette question parce qu'elle est très difficile, c'est en fait c'est la pertinence de l'outil par rapport à ce qu'on cherche à faire. Pour la prédiction, c'est est-ce que l'intérêt c'est vraiment de deviner le niveau de récidive, le potentiel de criminalité de la personne, ou questionner les causes, essayer de travailler sur l'origine. Donc, l'outil nous propose une prédiction qui est basée sur des critères. On pourrait se demander si l'idée, c'est pas de travailler sur les critères que l'outil a mis en valeur, sur lesquels il discrimine la personne, et se dire que peut-être qu'il faut changer d'un point de vue macro. Ça, c'est une problématique que j'ai soulevée, auquel je tiens beaucoup à cœur. Je me tiens beaucoup à cœur. Excusez-moi, la fatigue des décalages horaires. C'est que les systèmes d'IA et la logique humaine forcent à penser qu'il faut augmenter la précision. Plus on est précis et plus ce sera parfait. Mais il faut aussi questionner la logique à laquelle on adresse le problème. Est-ce que la variable qu'on cherche à optimiser, c'est vraiment ça qui va répondre au problème? Et si on veut lutter contre la criminalité, parce que c'est le cas, ces outils de police prédictive, c'est lutter contre la criminalité. Est-ce que c'est vraiment l'objectif qu'on a mis dans l'algorithme qui va répondre à ce problème-là? Et est-ce qu'on ne peut pas changer de piste de solution plutôt que de s'enfoncer dans une performance d'un système? J'aurais peut-être juste une réponse à vous donner. En fait, il y a deux décisions, une ontarienne que je citais tout à l'heure et une autre de l'Alberta, qui évoquent cette question-là, en fait, la distinction entre les faits et la science, et qui disent, ça c'est la décision ontarienne, Bank of Montreal, c'est une entreprise chinoise contre Bank of Montreal 2019, qui montre que la ligne n'est pas nette entre les deux, même si les règles de preuve ne vont pas être les mêmes. Puis il y a une décision de l'Alberta, que je cite aussi, mais je ne me souviens plus du nom, 2015, qui évoque que quand la preuve devient plus sophistiquée, alors il faut forcément requérir un expert pour que, je dirais, l'opinion puisse être plus scientifisée, si je puis dire, pour qu'on puisse en tenir compte. Je vois qu'il est 15h. Karen, un petit mot de conclusion? Oui, merci. Juste pour ce qui est de la discrimination, je soulignerai le problème de l'ossification des biais. Donc, ça fait partie de l'intelligence artificielle et on a du mal à détecter la problématique et donc à contester les décisions. On l'a vu dans le cas, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui s'intéressent, ce qui est arrivé aux Pays-Bas avec les familles immigrantes, d'origine immigrante. On a mis un système pour détecter la fraude et les gens se sont fait accuser en disant il y a des preuves contre vous. Il s'est avéré par la suite que le système d'intelligence artificielle s'est tout simplement servi d'un critère qui est interdit, celui des gens dont la langue maternelle n'était pas la langue du pays. Et c'est ces gens-là qui ont été visés. Mais l'État qui avait déployé cette intelligence artificielle était parfaitement de bonne foi et ça a pris des années pour détecter ces difficultés. Alors, pour la détection du crime aussi, on voit aux États-Unis, on cible souvent, on détecte le crime dans des quartiers pauvres, donc on envoie plus de police et on arrête plus de gens. Alors, ça peut être très, très tautologique, mais mes commentaires sont d'ordre très général. Merci encore. Un ajout court sur justement cette idée de prédiction de crime et de
Ça vise toujours les mêmes personnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, les outils développés, les mêmes infractions, c'est meurtre, cambriolage, etc. Par contre, on attend toujours devant un système d'IA qui prédit le blanchiment d'argent, etc. Donc, c'est vrai que c'est aussi la manière dont c'est très intéressant de regarder aussi pourquoi l'outil est créé et qui est visé. Et c'est toujours les crimes qui, statistiquement, visent les plus pauvres. Donc, ça, si c'est un truc à prendre en compte pour avoir du recul sur ce qui se passe. En France, ça a été annoncé la semaine dernière, hein, la lutte contre les grands fraudeurs. On voit. Bien, eh bien, je remercie les intervenants, les panélistes. Et encore un immense merci à Céline, à Castel-Renard.